Donc, je vais vous présenter ce travail de capitalisation des actions menées dans les squats et bidonvilles de Marseille pendant la crise de la Covid-19, que je n'ai pas réalisé seule. J'ai travaillé avec Cyril Farnarié, donc, qui était animateur pour la première table ronde, qui est également chercheur au LASA. Donc, c'est une commande en fait que nous avons eue de la part de Médecins du Monde, qui a souhaité que nous réalisions cette capitalisation. Donc, pour commencer, je vais vous donner quelques éléments de présentation pour resituer en fait cette demande. Donc, à partir du premier confinement de mars 2020, on a de nombreuses actions qui ont été mises en place ou renforcées, si elles existaient déjà, pour aider donc les habitants des bidonvilles de Marseille à faire face à ce que... Alors nous, on a choisi d'utiliser le terme de syndémie, qui a été développé par Meryl Singer, anthropologue de la santé américain, à l'occasion de l'épidémie, de la syndémie donc de SIDA, qui faisait sens pour nous par rapport à l'entrelacement des facteurs biologiques et sociologiques auxquels sont confrontées les populations que nous avons étudiées, en tout cas qui ont été considérées dans ce travail. Et donc, aider ces habitants et aussi faire face aux conséquences des mesures de financement et dans une mobilisation conjointe en fait des associations de terrain et des institutions concernées. Donc, on a été sollicité en 2020 par Médecins du Monde, comme je vous le disais. On a réalisé cette étude entre juillet 2020 et février 2022. Donc, avant de vous présenter ce qu'il en est, quelques éléments de contexte pour que vous resituez bien ce dont il s'agit quand on parle de bidonvilles à Marseille. Donc, à proprement parler, les bidonvilles, c'est entre 900 et 1000 personnes qui se présentant en fait comme des Roms ou en tout cas désignés comme tels, ce qui signifie qu'en grande majorité, ce sont des personnes issues de l'Union européenne. Ce qui est très important par rapport à ce que je vais vous dire par la suite, et ce sont des personnes qui sont réparties sur une trentaine de lieux de vie dans la ville. Et à côté de ça, on a de nombreux squats collectifs qui sont installés principalement dans les grandes copropriétés dégradées, qui réunissent entre 5000 et 8000 personnes, qui sont majoritairement des personnes exilées ou extra-communautaires. Donc c'est important de le préciser parce que vous verrez dans la discussion finale que ça a un sens. Donc, Médecins du Monde nous a demandé de prendre en considération les squats et les bidonvilles. Donc, on a réalisé cette étude sur la base d'entretiens individuels et collectifs et également 2-3 ateliers de travail réunissant, que ce soit pour les entretiens ou les ateliers de travail, des acteurs aussi bien associatifs de terrain que des institutions, donc la DDEST, l'ARS notamment. Et au total, on a rencontré 18 acteurs de la crise Covid dans les squats et bidonvilles de Marseille. On a réalisé aussi un travail de documentation de terrain et compilé en fait les différents outils de pilotage et de suivi de l'activité que ces associations de terrain utilisent, soit qu'elles utilisent de manière courante et qu'elles utilisaient avant la crise, soit mis en place pendant la crise. Et au final, ce travail a fait l'objet donc d'un rapport, d'une note de 4 pages que nous avons diffusée à l'occasion aussi de cette journée, et d'une restitution auprès des acteurs publics et associatifs, soit qui avaient participé directement à l'étude, soit intéressés par le sujet, en janvier dernier, donc le 12 janvier dernier. Alors, ce qui ressort des données de terrain, c'est que la crise a été un révélateur de besoins qui préexistaient, notamment des besoins primaires, parce qu'en temps normal, dans ces populations dans les bidonvilles, comme l'a dit tout à l'heure Cyril à la table ronde, se débrouillent par elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles mesurent, elles ont leurs propres activités pour pouvoir avoir leur source de revenus.
Et donc, elles se sont retrouvées là bloquées par les interdictions de sortie et de déplacement qui ont mis un terme à ces activités sources pour elles de revenus. Ce qui a entraîné une obligation d'aide alimentaire et un besoin de mise à l'abri pour des personnes particulièrement vulnérables face à la Covid. Le problème, c'est qu'on s'est retrouvé dans des situations où il n'y avait pas forcément de réponse possible, notamment de réponse adaptée à la composition des familles qui sont ainsi constituées, avec des familles trop nombreuses pour notamment être accueillies dans le parc hôtelier mobilisé traditionnellement pour la mise à l'abri. Mais ces besoins de boire, manger, dormir existants. Également la question de la lutte contre l'épidémie elle-même, avec la problématique des mesures barrières, quand les recommandations étaient des recommandations d'hygiène, de se laver régulièrement les mains, dans des lieux où vous n'avez pas accès à l'eau et accès à l'hygiène de base. Donc la grande majorité de ces sites n'avaient aucun accès à des points d'eau ou à des points d'hygiène, ou en tout cas de façon très précaire, type raccordement sauvage à des bornes incendie, ou un robinet présent parce qu'il y a un petit bricolage, mais sans évacuation. Donc, pour lutter contre la propagation du virus, le travail de raccordement à l'eau a pu être réalisé, je reviendrai par la suite, et des associations ont pu installer des douches, des toilettes, des lavabos de fortune. Également la question du renfort Covid, donc infirmiers et médiateurs. Donc on retrouve la question des médiateurs avec un souci de veille concernant dans un souci en fait de veille concernant les habitants de ces squats et bidonvilles. Les institutions ont financé des postes d'infirmiers et de médiateurs de santé dans les associations de première ligne. Alors, ça a permis, en fait, cette présence des professionnels d'affiner les diagnostics, mais bien souvent sur des états de santé d'un point de vue général et des besoins de la population qui n'avaient aucun rapport avec la Covid. Et du coup, ça a montré, même si les associations en étaient déjà bien conscientes, la nécessité de renforcer ces postes d'infirmiers et de médiateurs de façon plus pérenne. Donc, ça méritait qu'ils soient maintenus par-delà la crise sanitaire. On en a discuté tout à l'heure avec la présentation d'Ashley ou les projets Coresan ou de SET, ce qui a en partie été fait, semble-t-il, parce que les institutions l'ont bien réalisé. L'urgence aussi, toujours, a montré la nécessité en fait de la collaboration pendant la crise elle-même. Donc, il y a eu une mise en commun des informations. Parce qu'avant la crise, chaque association recueillait ses propres informations à l'aide de ses propres outils, et il existait peu de mise en commun de ces informations. Et là, pendant la crise, un outil partagé entre associations a été mis en place. Je reviendrai également dans la discussion sur ce point. Également mis en place des canaux de communication entre associations et institutions publiques. Donc, il n'existait pas ces canaux de communication au préalable. Vraiment, l'urgence a été un facteur de création d'instances et de réunions régulières qui réunissaient aussi bien institutions et associations, et vraiment des communications fluidifiées pendant la crise. Cela dit, ce qu'on a constaté dans notre... Ah. Ouais, il manque un slide. Non, il est en bas, pardon. Désolée. Donc, ce qu'on a constaté pendant l'étude, c'est que, en fait, ce qui a fonctionné, c'est ce qui ne partait pas sur du rien, et donc l'importance de ce qui préexistait, parce que parmi toutes les actions mises en place, on peut voir que certaines ont bien fonctionné et certaines ont moins bien fonctionné. Et celles qui ont bien fonctionné, avaient souvent été préparées en amont et de longue date. Donc notamment, je vous ai dit, entre associations et institutions, c'était pas aussi évident.
institutions publiques, mais entre associations, par contre, il existait déjà des dynamiques interassociatives. Donc, la coordination des actions de terrain, que ce soit les questions de veille sanitaire, de couverture territoriale, et qui impliquait ce travail interassociatif, et on partait pas de rien, puisque ce sont des associations qui, pour la plupart, avaient l'habitude de travailler déjà de manière commune, et notamment avaient mis en place, avant la crise, une instance interassociative, donc l'Observatoire des conditions de vie, lancé dès 2018, et qui réunissait déjà l'ensemble des associations qui intervenaient sur les terrains des squats et des bidonvilles. Et autre élément qui montre que ce qui a marché avait été préparé bien en amont, ce sont les diagnostics techniques, notamment ce que je vous ai dit par rapport à l'accès à l'eau. Pourquoi ça a bien fonctionné? C'est que ces raccordements à l'eau, en fait, avaient fait les besoins, l'identification des besoins en termes de raccordement à l'eau, avait fait l'objet d'un travail antérieur d'une association, donc pour pas la nommer Rencontre Zigane, qui avait travaillé avec la Société des eaux de Marseille aux possibilités techniques de raccordement en amont de la crise. Donc forcément, quand la crise est survenue et quand cette nécessité d'accès à l'hygiène est apparue comme centrale, les délais étaient relativement brefs de mise en pratique concrète et d'installation. Donc pour finir la discussion, alors un point dans nos résultats auxquels on ne s'attendait pas, c'est la performativité de ce travail, puisqu'en fait on s'est aperçu en interrogeant tous les acteurs qu'on a pu rencontrer que c'était la première fois en fait qu'on leur demandait comment ça s'était passé la crise Covid pour eux, comment ils l'avaient vécu, eux individuellement et en tant que professionnels, ce qu'ils en pensaient, ce qu'ils en retenaient. Et en fait, quasiment à la fin de chaque entretien, ils nous disaient comment ça leur a fait du bien qu'à un moment on leur pose ces questions. Donc c'était pas ce qu'on attendait, ça faisait pas partie de l'objet de l'étude, mais c'est ce qu'on a pu voir de manière quasiment à chaque entretien. Également, ce qu'on a pu observer, c'est, ce qui ressort de manière flagrante de ce travail, c'est la nécessité de penser une stratégie et une coordination opérationnelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, la mise en place d'une stratégie de moyen ou de long terme est nécessaire pour penser cette coordination opérationnelle. C'est-à-dire que là, on s'est retrouvé dans une nécessité de faire de la coordination opérationnelle par temps de crise, mais avec aucune stratégie amont qui avait pu être pensée pour que le travail des professionnels soit facilité sur le terrain. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut définir l'objectif à atteindre pour pouvoir coordonner les acteurs. Mais ça pose problème en fait parce que il n'y a pas de consensus en fait sur le périmètre couvert. Donc en termes géographiques, les acteurs sont très divers en termes de territoire. Je reprends le mot qui est revenu plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on a la ville, on a la métropole, on a le département. En termes populationnels, on a des ressortissants de l'UE et des ressortissants non UE. Et le type d'habitat, je vous ai dit tout à l'heure, qui parle de squat, qui parle de bidonville. Donc sur un plan pratique, une coordination opérationnelle, elle nécessite la mise en place d'outils partagés pour centraliser les informations de terrain et les faire circuler aussi entre les différents acteurs. Et le problème, c'est que ces outils et ces périmètres ne font pas consensus et donc ça pose problème. Donc juste, je finis sur... C'est fini? Ouais. J'ai vraiment pas grand-chose. C'est la fin. Donc les outils partagés, l'outil partagé, il y a un outil partagé, je vous disais tout à l'heure, qui a été mis en place entre associations. Et le problème, c'est qu'il s'ajoute aux outils déjà existants dans chaque association. Donc ça leur demande du reporting supplémentaire. Et par-delà la crise, ils se sont, dans les associations, ça s'est arrêté puisque c'est beaucoup trop de travail en plus de leurs propres outils associatifs. Donc par-delà la crise, cet outil-là n'a pas été remis à jour. Il a été abandonné. Et en parallèle, la DIAL, donc la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement, a mis en place un outil qui est une plateforme partagée
Mais le problème, c'est que nous, sur notre terrain, on a observé le peu d'adhésion associative, en tout cas au moment de notre étude, à cet outil, puisque les associations, en fait, n'ont pas de certitude sur l'usage des données qui sont renseignées et qu'il n'y a pas d'accord avec l'État sur le périmètre qui est couvert dans cet outil. Et justement, le dernier point, c'est l'accord sur le périmètre et ses objectifs, c'est-à-dire que quand on parle de bidonville, on sous-entend, je vous l'ai dit tout à l'heure, le public Rome ou assimilé comme tel, donc ça veut dire qu'on est sur des personnes membres de la zone UE. Ça, c'est le périmètre d'action de la DIAL. À Marseille, le problème, je vous l'ai dit, c'est qu'il y a très peu de bidonvilles et qu'il y a beaucoup de squats. Et que le périmètre squat, c'est beaucoup d'exilés demandeurs d'asile, de déboutés de droit d'asile, et ce sont des personnes qui ont des statuts administratifs qui les positionnent de façon très différente par rapport aux politiques sociales d'insertion, par rapport à l'accès au logement, par rapport au travail, et le problème, c'est que ce sont les piliers de la politique d'État qui est conduite par la DIAL, et ce sont donc des populations qui ne sont pas prises en compte dans le périmètre de l'action de la DIAL. Donc juste 2 lignes, ce travail permet de mettre en lumière l'écart qui existe entre une action collective mise en place par nécessité pendant la crise, générée par la crise sanitaire, donc, et le retour ensuite, après la crise, à une politique publique nationale dont le cadre est posé par des institutions d'État, sur lequel une partie des associations ne se retrouve pas forcément, alors que l'appui sur ces mêmes associations qui ne s'y retrouvent pas est indispensable à la mise en œuvre de cette action.